Nous sommes le 1er octobre 2020. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à notre antenne. Dans votre émission Covid-19, à vos questions de ce jour, nous avons déjà en plateau Dr Tilalou Tagba Pelei. Elle est bien sûr médecin de santé publique. Avec elle, nous allons devoir passer à la loupe pour ce thème qui a une fois retenu déjà notre attention, mais l'urgence nous demande encore de revenir sur ces points-là afin d'élucider la lanterne des uns des autres, ceux qui continuent pas à douter. Le thème du jour, Covid-19, quels sont les signes qui doivent alerter? Bonsoir, docteur. Bonsoir, Mathieu. Merci d'honorer notre plateau pour ce soir. Merci à vous aussi. J'espère que vous allez bien. Très bien. Parfait. Vous êtes toujours à Kakaveli. Oui. Vous demeurez toujours là-bas? Je demeure là-bas avec pour nouvelle responsabilité la commune d'Agouenivé 1. C'est là où je voudrais en venir, en fait. Oui. C'est pourquoi j'ai posé la question. Et alors, ça consiste à faire quoi concrètement dans ce qui a été fait en fait, avec cette nouvelle nomination, Oui, c'est un nouveau poste oui. Dans l'organigramme sanitaire. Oui. Nous avons, disons que, au niveau, avec le nouvel organigramme, nous avons une nouvelle responsabilité. Et le découpage sanitaire s'est rimé sur le découpage administratif. Comme nous avons des communes, oui. Et donc nous gérons la commune numéro 1 d'Agouenivé. Bien sûr, pour le moment, la prise de service n'est pas encore faite. Donc nous sommes en train d'y arriver. Commune 1 d'Agouenivé, là, ça part de quel niveau, à quel niveau précisément? C'est en plus, Agoué est tellement vague et puis finalement on se demande on est dans quel Agoué ou bien dans quelle partie? Pour le moment, c'est un tout petit peu difficile vraiment de délimiter la zone. Mais cependant, je pense que pour la commune, nous avons 4 formations sanitaires. Nous avons le CMS de Kakaveli, oui. Le CMS Agouenivé, le CMS Demakwa et puis le CMS Elavagno dans la commune. Je pense elle doit être la plus grande. Elle est la plus grande commune de la préfecture d'Agoué. Le CMS d'Agouenivé. Oui. Ça m'intéresse là-bas. J'espère que vous avez du boulot oui, à ce niveau-là. Il y a du boulot. Parce qu'avec tout ce qui se passe... Effectivement, ce n'est pas seulement la santé. Je pense que tous les secteurs aussi, surtout... Parce que là... L'infrastructure, quand il pleut... Oui, ça demande de grands travaux. Oui. Et un clin d'œil à nos amis des infrastructures pour qu'ils puissent aider la santé à Madame le ministre des infrastructures, des travaux publics et des infrastructures, oui, j'espère qu'elle nous suit. Bien sûr, la seule mairie ne pourra pas vraiment venir à bout. Oui. Et il y a des travaux qui sont en train de, des réflexions qui sont en train de se faire afin qu'on puisse trouver rapidement un issue à ce problème. J'en parle parce que parmi ces innombrables CMS que j'ai eu le temps de visiter ça et là, ainsi qu'à l'intérieur du pays, et quand on parle du CMS d'Agoué, qui se trouve au bord de la nationale numéro 1, avant l'église catholique Maria Théotokos d'Agoué, quand il pleut, même dans des jours ordinaires, on se demande, mais est-ce qu'on est toujours dans la capitale Lomé, dans ces banlieues? C'est pourquoi il faut qu'avec cette nouvelle responsabilité qui vous a été confiée, arriver quand même à mettre plus ou moins de l'ordre dans entre guillemets, ce petit désordre qui régnait, que ce soit sur le plan sanitaire ou infrastructure et autres, pour que le blason soit redoré dans tout son ensemble. Merci, nous y arriverons par la grâce de Dieu et avec l'aide de tout le monde, parce que je pense qu'à ce niveau, il y va aussi de la responsabilité des riverains qui ont certains comportements qui ne permettent pas une évacuation normale des eaux usées là-bas. Parfait. Ainsi dit, je pense que l'information est allée aux personnes les mieux indiquées pour en faire usage dans les brefs délais
pour que la santé que nous recherchons pour aller dans les CMS et centres hospitaliers soit vraiment une santé de fait et non aller choper une maladie et revenir à la maison et pour revenir faire des allers-retours inutiles. Ainsi conclu, on va s'intéresser à notre thème du jour qui retient notre attention. Je veux bien sûr parler de ces signes qui doivent alerter. Maladie à coronavirus, ça a débuté timidement au Togo, le cas index. Nous étions le 6 mars dernier et avec le temps, ça a évolué. On se demande si les signes demeurent toujours tels qu'ils sont ou, entre-temps, ça a été enfin revu à d'autres formes, où la maladie a muté ou qu'est-ce qui s'est passé, comment se comporter. Et aujourd'hui, quand on parle des signes là, on aimerait avoir une idée claire. Merci. Selon le protocole de prise en charge au Togo, nous faisons chaque jour une surveillance épidémiologique qui permet de détecter précocement les cas à travers une définition standard des cas. Donc, généralement, nous parlons de cas suspects. Quand on dit cas suspect, on fait référence aux signes évocateurs. Donc, nous, en ce qui concerne la maladie à coronavirus, nous ne pouvons pas, disons, on peut pas, à partir de ces signes, dire qu'on a la maladie. Quels sont ces signes? Nous avons, quelqu'un peut avoir la fièvre, ou bien un antécédent de fièvre avec des signes respiratoires. Voilà. Quels sont ces signes respiratoires? On peut avoir la toux, le mal de gorge, le rhume, les éternuements, et on peut avoir aussi des difficultés respiratoires. Ces signes sont les signes évocateurs d'une maladie à coronavirus. Mais n'oublions pas que ce n'est pas des signes spécifiques à une maladie, étant donné que si ce n'est pas le laboratoire qui confirme que c'est la maladie à coronavirus, on ne peut pas dire que lorsque j'ai la fièvre ou bien j'ai un antécédent de fièvre avec certains signes respiratoires, j'ai immédiatement la maladie. Nous qui, de temps en temps, on est enrhumé là. Oui, ça peut être un rhume banal. On risque d'être confondu dans le lot. Hein. Ça peut être une grippe simple, une grippe, ça peut être aussi la maladie à coronavirus. Et donc, devant tout cas, tout signe évocateur, l'idéal, c'est de se rendre dans une formation sanitaire afin que le soignant puisse savoir quelle est la conduite à tenir. Et pour dire que j'ai la maladie à coronavirus, c'est le laboratoire qui confirme. Donc, nous avons en dehors des cas suspects, nous avons aussi des cas confirmés. Et ça, c'est la surveillance dans la formation sanitaire. Nous avons deux types de surveillance. La surveillance dans la formation sanitaire et la surveillance dans les communautés à travers les relais communautaires, les agents de santé communautaires, les agents de la Croix-Rouge aussi nous aident aussi dans ça. Et donc, en communauté, les signes évocateurs, c'est quoi? C'est lorsque, la définition dit, c'est lorsque la personne a le corps chaud. Ah bon? La personne a le corps chaud. Il y a certaines personnes qui, naturellement ou enfin ordinairement, ont toujours le corps chaud. Hein? Je ne sais pas si c'est une question de réjouisse ou... Si j'ai toujours le corps chaud, je me sens différent. Comme d'habitude, quoi. En communauté, puisque disons qu'on n'a pas tout le temps le thermomètre pour dire que je vais prendre la température pour savoir si ma température est élevée ou pas. C'est pourquoi la définition est ramenée au niveau communautaire, pour que tout le monde puisse pour que la détection puisse être rapide, afin de pouvoir prendre les décisions qu'il faut. Et donc, en communauté, si une personne a des difficultés respiratoires et meurt soudainement, on parle de cas suspect.
ou bien si une personne décède sans cause probable, dans ce contexte de pandémie, nous parlons de cas suspects aussi. Ben, je rappelle que on peut faire un prélèvement post-mortem pour confirmer si c'est un cas de maladie à coronavirus. Ou pas. À part ça, il y a quoi comme signe? À part ça, les signes, il y a des signes qui ne sont pas vraiment spécifiques aux infections respiratoires. Il y a des malades qui peuvent présenter des troubles digestifs, tels que la diarrhée, vomissements et autres. Ou bien des malades qui, ayant d'autres pathologies, ils peuvent avoir une atteinte rénale directement, ou une atteinte neurologique. Ça dépend de quelle comorbidité la personne a. C'est pour cela que devant tout signe, au lieu de faire une automédication comme nous savons bien le faire, il vaut mieux se rendre dans une formation sanitaire pour une prise en charge adéquate. On a toujours peur, hein? Avec le coronavirus aujourd'hui. Ce n'est pas au niveau... Je pense que depuis que nous avons commencé, depuis le début, disons, depuis la fin de l'année 2019, très peu de cas ont été transmis dans les hôpitaux. Très peu de cas. Et donc, je pense que c'est disons, un raisonnement à tort, quoi. D'accuser les structures, d'avoir peur des formations sanitaires, des structures de prise en charge, que c'est là où on peut être... Mais le débat n'est pas forcément là, mais on se dit, si ce n'est pas peut-être ce palu ordinaire là que j'ai souvent, qui me fatigue, qui est en train de me secouer, où on se dit... ou bien c'est parce que peut-être j'ai pas vite mangé, ou c'est parce que j'ai un ulcère qui me fatigue. Et arrivé à l'hôpital, on me détecte du Covid-19. Il y a bon nombre de gens qui continuent par se poser ces questions-là. On se demande, bon, est-ce qu'il faut aller au centre hospitalier quand on sent des petits bobos entre griffes? Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a eu une hésitation en matière de consultation. Vous convenez avec moi? En mars, avril, vous avez quand même vu vos chiffres chuter considérablement. Oui. Effectivement, en mars, avril, les chiffres ont chuté avant de reprendre un tout petit peu. Et présentement, les chiffres ont toujours chuté. Mais est-ce qu'il faut lier ça à la maladie? On a peur. Effectivement, il y a cette peur-là, mais la population a repris confiance. Et il y a la rentrée aussi qui se prépare. Généralement, durant cette période-là, les formations sanitaires sont très peu fréquentées. Mais nous constatons quand même qu'il y a des chiffres, disons, les cas sont un tout petit peu en régression. On ne peut pas tout de suite dire que c'est à cause de la maladie que... C'est vrai, entre-temps, il y a eu ce constat-là, mais ça a repris. Mais dans tous les cas, tous les ans, durant cette période-là, la fréquentation des formations sanitaires est très faible. Je pense que les dépenses liées à la rentrée scolaire aussi ont un grand rôle à jouer dans cette faible fréquentation des formations sanitaires. Mais nous, au niveau de la santé, nous continuons par mener des activités de santé publique telles que les campagnes de vaccination. Si les malades ne viennent pas vers nous, nous allons vers eux. Moi, j'ai vu des gens qui étaient passés pour la vaccination contre polio. Oui. Et puis les gens de moustiquaire, là, Milda, je sais plus. Les gens de moustiquaire, ça va commencer le 15 du mois. Oui, les gens étaient passés pour prendre les noms et puis le nombre de personnes dans la maison. Non. Dans les années passées, nous le faisions. Mais dans ce contexte de Covid, nous n'allons pas plus faire ça. Ce sera un dénombrement, distribution en même temps. OK. Les agents passeront 2 à 2 dans les maisons.
on dénombre en même temps et on vous donne votre moustiquaire. Je rappelle que... Nous qui ne restons jamais à la maison là. Il y aura toujours quelqu'un. S'il y a quelqu'un à la maison, ils vont passer. La personne va répondre. On demande juste combien de couchettes vous avez. Puisque c'est le nombre de mythes, on appelle moustiquaire à imprégnation durable. On donne des moustiquaires par couchette. Donc, par couchette. Par couchette, oui. Hein? Qu'est-ce que vous appelez couchette? Couchette. Je voudrais mieux comprendre. Hein? Là où je dors d'habitude. Oui. L'endroit, ou bien, ça peut être une natte, ça peut être un lit. Oui. Ça peut être n'importe où. Bon, disons. Une couchette peut être utilisée par une, deux ou trois, plusieurs personnes. Donc, c'est ce que nous donnons. Nous ne donnons pas de moustiquaires par individu ni par, disons. Non, je vous comprends. Mais, hein? Oui. Mais ma curiosité m'amène à creuser mieux pour comprendre. Nous, on est de gros garçons avec maman et papa, 4, voire 5, 6 garçons. Et il faut dormir dans la même maison avec papa et maman. Oui. Comment ça va être distribué concrètement à ce niveau-là? Quand on sait que des gros garçons, peut-être chacun a son lit ou chacun a sa chambre et ses consorts là. Justement. Lorsque l'équipe arrive, ils demandent à voir combien de couchettes ou bien couchage. C'est pratiquement la même chose. Oui. Où est-ce que vous vous couchez d'habitude? Et il y en a combien? Si papa, maman se couchent sur un lit, on donne un seul moustiquaire. Si papa, maman et les enfants sont ensemble sur le lit, on donne le seul moustiquaire, on donne mais si dans la famille vous êtes 4 et chacun a son lit ou bien sa natte ou bien quelque part où il dit que c'est ici je me couche d'habitude, donc vous êtes 4, on vous donne 4 moustiquaires. Parfait. Parfait. Ça nous aidera bien sûr à mieux expliquer les choses. Hein. Oui. Et quand ils vont passer, on va essayer de dire, bon, voilà ce qu'il y a lieu de faire. Et puis on mais on va essayer de vérifier. Vous allez rentrer dans les chambres? Nous allons essayer. Bon, disons, nous espérons que chacun voudra bien nous donner de bonnes informations. On a vu des gens, ce n'est pas vraiment ça le débat qui nous intéresse ce soir, mais souffrez à ce que je puisse évoquer le sujet. On a vu des gens qui ont dit, on est 10 dans la maison quand on sait qu'on n'est que 2 ou une personne, et on prend en surplus, on va vendre ça. On envoie ça aux pêcheurs quelque part vers Jack Blay là, et il en font de la pêche avec... Et finalement, on se dit, mais est-ce que c'est fait pour les êtres humains ou c'est pour aller à la pêche avec? Ce constat, nous l'avons relevé lors des dernières campagnes. Je pense que c'est dû à la qualité aussi des moustiquaires que nous avons reçus. La population n'a pas tellement apprécié. Et nous en avons fait cas et les partenaires ont pris ça en compte. Nous n'allons pas donner, comme je l'ai dit, 10 moustiquaires par foyer. Nous allons essayer de vérifier pour voir est-ce que ils ont effectivement 10 couchages. Mais je pense qu'il y a une limite. Nous n'allons pas aller au-delà d'un certain nombre de moustiquaires. Moustiquaires par concession. Voilà. Disons, par ménage. Par ménage. Par ménage, oui. Parfait. Alors, quand on sait que c'est une saison combinée un peu avec de la pluie en ce moment sur les côtes ouest africaines, et il y a le coronavirus qui aussi est là, et en temps de saison pluvieuse dans les pays tropicaux, comme le Togo, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, il y a la résurgence, bien sûr, du paludisme. Est-ce que les signes ne semblent pas être les mêmes pratiquement en matière de coronavirus? En matière de paludisme, nous avons aussi des définitions. Nous avons des protocoles de prise en charge. Oui. Si c'est dans un milieu endémique, donc la personne va présenter comme une fièvre, plus certains signes évocateurs. Si c'est le paludisme, nous avons des tests
pour confirmer. Nous faisons des tests de diagnostic rapide qu'on appelle couramment TDR. En 5 minutes, disons, au plus 15 minutes, vous avez le résultat. Ce que vous nous faites, vous nous piquez ici, là. Effectivement. Et ça fait des fois mal, tellement oui, mal. C'est mieux. C'est un test très sensible au paludisme. Est-ce que c'est toujours fiable? Très, très fiable. À moins que ce ne soit pas le type de plasmodium. Parce qu'il y a plusieurs types de plasmodium. Falciparum que nous trouvons, il y a ovale aussi. Si c'est l'autre, disons, plasmodium, là, si les signes persistent, là, nous allons demander à ce qu'on fasse une goutte épaisse, c'est-à-dire qu'on vous pique bien sûr sur le doigt, on étale le sang, mais on lit ça à travers le microscope. Et c'est ça qui permet d'identifier le type de plasmodium. Mais si c'est le plasmodium falciparum que nous rencontrons souvent, les tests de diagnostic rapide sont très, très sensibles à 99%. Seulement, lorsqu'on le fait, il faut le faire dans des conditions requises, vérifier surtout le matériel est très bien scellé et la date de péremption n'est pas... Vérifier tout, disons, tout ce qui va avec le test. Et lorsqu'on fait le test, il faut rester au moins 15 minutes avant de lire. C'est comme le test de grossesse que... C'est ce que je voudrais dire, mais les gens risquent de... C'est le test le plus facile aujourd'hui quand on va à l'hôpital, on pique et puis on regarde. Et seulement puis, lorsqu'on regarde, on laisse la disquette. Si on jette ça, après quelques temps, le test peut revenir positif. C'est pourquoi il faut patienter, attendre 15 minutes au moins avant de lire et de donner le résultat. Si en 5 minutes, on te dit que le résultat est négatif, il vaut mieux attendre. C'est pas vraiment fiable. Oui, ce n'est pas fiable. Et puis, la quantité du sang qu'on recueille aussi, c'est important. Le nombre de gouttes de diluant qu'on met aussi, c'est très important. Donc, toutes les étapes, si toutes les étapes sont respectées, nous avons beaucoup de pathologies qui ressemblent, beaucoup de maladies qui ressemblent à... Coronavirus. Paludisme, la grippe simple. Je parle de l'hépatite B. A, B, les deux. Ah bon? Oui. Les symptômes sont pratiquement les mêmes. Donc, c'est à l'issue d'une confirmation au laboratoire ou bien à l'aide d'un test de diagnostic rapide qu'on peut savoir si c'est telle ou telle maladie dont tu souffres. L'automédication n'est pas très, très bonne. Ça risque de masquer les symptômes et rendre difficile le diagnostic afin d'orienter le clinicien à une prise de décision. Alors, des mois après, on est pratiquement dans le 6e, 7e mois au Togo en matière de coronavirus. Oui. Est-ce que les signes demeurent les mêmes? Les signes demeurent les mêmes. Il y a ce que vous avez l'habitude de dire, la mutation du virus qui fait que, bon, la résistance est autre pour mieux... Oui, les signes demeurent les mêmes. En tout cas, pour ceux que nous avons rencontrés, les signes demeurent les mêmes. Peut-être s'il y a peut-être quelque chose à dire, peut-être ceux qui sont beaucoup plus proches des cas confirmés, ils pourraient donner plus d'informations là-dessus. Sinon, la plupart des signes restent les mêmes. Est-ce que c'est la même chose dans les autres pays? Les échos que vous avez, les signes de mortels. On parle de certaines choses, on se dit mais que le virus est à tel niveau que c'est chez les compagnons à 4 pattes. On se dit quels sont les signes qui vraiment annoncent cette maladie-là. On est un peu embrouillé. Je dirais... L'étranger, disons, les pays développés ont sont plus développés, comme vous le dites, en matière de recherche. Oui. En matière de recherche, je voulais rappeler que nous ne sommes pas partis de rien. Nous sommes partis par rapport aux orientations de l'OMS et avec l'expérience que nous avons eue sur le terrain. C'est tout ça là qui a guidé les comités techniques à
travailler et à mettre en place des protocoles standards pour notre pays. L'OMS donne des orientations et le pays est souverain par rapport à telle ou telle, disons, décision. Dans l'application, bien sûr. Dans l'application, oui. Tout en restant dans les normes. Alors, aujourd'hui, un accent est mis sur ces signes, bien sûr, qui doivent normalement alerter. Mais on a comme impression également que quand on va maintenant dans les centres hospitaliers, quand on dit la personne est testée positive au Covid-19, quand il retourne, il y a certaines personnes qui disent que non, qui n'ont pas vraiment chopé la maladie, que c'est une fausse affaire, qu'elle traînait peut-être le paludisme ou bien c'est un asthme qui l'a abattu entre-temps et les voisins à côté ont sonné le 111 finalement. Ils ont eu raison de lui. C'est vrai. Il y a ce débat-là qui... C'est vrai. Personnellement, j'ai réfléchi. Je me dis que, étant donné que nous ne voulons pas qu'on sache que nous avons eu cette maladie, aussi c'est un échappatoire pour dire que je n'ai pas... ça n'a pas été ça, quoi. Oui. Sinon, tout le monde, la personne... À moins que la personne n'ait pas présenté de signes. Si la personne n'a pas présenté de signes évocateurs, puisque nous parlons des personnes contacts que nous suivons pour les dépister. Donc, si la personne n'a pas eu un signe évocateur, la personne peut dire, la personne peut tenir ce langage, je peux comprendre. Mais ceux qui ont été vraiment secoués ne vont pas dire la même chose. Donc, vous dites vrai, c'est vrai, nous avons eu ces échos, mais je quitte aussi des familles qui ont eu des décès. Il y en a qui ne veulent pas qu'on dise que un de mes parents est décédé de ça. Donc, ils divulguent l'information selon laquelle la personne n'était pas confirmée, mais on l'a référée. Mais c'est faux. Nous-mêmes avons géré ces cas-là pendant un temps au niveau du CHU, puisque c'était ma zone. Si un cas n'est pas positif, nous ne demandons pas ce qu'on transfère. C'est quel CHU là? CHUSO. Ok. Sylvanus Olympio. Oui. C'était notre zone avant le nouveau découpage. Oui. Lorsque les cas arrivent et ils sont dépistés, je rappelle qu'au CHUSO, le dépistage, c'est à peine 1 heure de temps, nous avons le résultat. C'est la même technique PCR, mais c'est avec d'autres appareils qu'on fait le diagnostic. Ceci pour aider à la prise en charge rapide des patients. Donc, généralement, les patients arrivent à un stade très, très avancé de la maladie et il y en a qui meurent avant même qu'on puisse dépister la maladie. Disons, avant les 1 heure de temps, c'est-à-dire avant de prélever et de confirmer que c'est la maladie. Mais sans confirmation, on n'envoie pas un malade qui souffre d'autres choses dans le centre des prises en charge de Covid. Donc, parfait. Alors, qu'en est-il des patients asymptomatiques, ceux-là qui visiblement sont des guichets à distribution qui distribuent à flot la maladie à coronavirus et surtout on parle des jeunes qui sont les vecteurs. Vous savez que les jeunes, quand on parle de jeunes, c'est le sang. Ils veulent vivre la vie, ils veulent vivre quoi, ils veulent pas vraiment adopter ces mesures-là. C'est comme si, en réalité, ces personnes, c'est les personnes qui n'ont pas pris des dispositions, qui n'ont pas respecté ces mesures barrières. Si nous quittons la maison, disons, nous vivons ensemble, et dans notre concession, nous sommes libres. Disons, nous ne portons pas, il n'y a pas de risque. Mais lorsque nous sortons de la maison, nous devons respecter ces mesures barrières, notamment le port de masque et
le lavage systématique des mains. C'est lorsque nous ne respectons pas ces mesures en dehors de la maison que nous ramenons la maladie à la maison et que c'est une source de propagation pour notre environnement, nos proches et les autres. Et donc ces personnes, si nous respectons ces mesures barrières, ces personnes asymptomatiques peuvent ne pas faire la maladie et guérir, on l'a dit. Donc ça permettra de réduire la propagation, de limiter cette propagation de la maladie. C'est pourquoi même si les mesures, disons, les restrictions sont levées, nous devons toujours continuer par respecter ces mesures barrières afin de limiter sa propagation. Récemment, dans les autres pays, c'est prouvé que le port de masque réduit la transmission de la maladie. Même dans les pays où entre-temps, ils avaient rejeté cette mesure. Ils l'ont adoptée présentement. Nous devons faire un effort pour continuer, étant donné que nous devons vivre avec pendant 1 à 2 ans, continuer par respecter ces mesures barrières, du moins en dehors de notre famille. Que si chacun respecte ces mesures barrières, lorsqu'on revient à la famille, on est plus libre. Alors, ces personnes ou bien ces patients asymptomatiques-là qui circulent, là, est-ce qu'il y a quand même un suivi ou bien comment ça se gère dans tout son ensemble? Parce qu'aujourd'hui, on a des difficultés à mieux distinguer quelqu'un qui est sain, quelqu'un qui est qui porte la maladie. Et ça fait que la peur demeure. Il n'y a pas vraiment une porte de sortie en matière de la détection des malades parce qu'il n'y a pas de signes. Oui, la peur ne doit pas demeurer, d'autant plus que nous devons porter les masques. Si le patient, disons, la personne asymptomatique porte les masques et que moi aussi j'en porte, le risque d'être transmis ou bien de transmettre la maladie est réduit. Je ne sais pas, vous voyez. Donc, le risque est réduit. Présentement, nous avons fait beaucoup de tests et est-ce que nous allons continuer par... bon, disons, c'est un dépistage passif. C'est-à-dire que c'est la personne qui a les symptômes qui vient vers nous pour être dépistée. C'est-à-dire nous n'allons pas systématiquement vers la population. Vers la population, sauf peut-être les populations, les groupes cibles. Où il y a... Comme ce fut le cas dans la centrale, justement. À Bogou, dans le Tchao, enfin dans le Tandjouari. Oui, s'il y a des clusters, des groupes, choses, dans un foyer donné, il y a 2 ou 3 là, ils vont systématiquement faire le dépistage et suivre ces personnes. Donc, plus les personnes contacts sont nombreuses, plus on craint une grande, disons, que ces personnes-là deviennent positives plus tard. Ok. Oui. Donc, ce qui veut dire que la chaîne est loin d'être rompue. Elle est loin d'être rompue. Cependant, si nous respectons ces mesures, on peut raccourcir un tout petit peu la chaîne de transmission. Alors, à part le port des masques qui est conseillé pratiquement dans tous les pays aujourd'hui, dans le monde, est-ce qu'il n'y a pas quand même une autre voie, préventive? Oui. Bon, il faut se laver les mains, il faut faire garder la distance. En attendant comme si, c'est la règle, aujourd'hui, tous les pays en parlent, il faut faire... Quand dans un pays, on dit... Tout récemment, je suivais dans un reportage, on parlait bien sûr de cette 14h qui doit être revue au septembre. On ne va plus faire les 14 jours comme en France. Il faut revoir ça à 7 jours. Ils vont, ils reviennent. Tantôt, ils vont, ils reviennent parce que c'est un peu contraignant de rester 14 jours en confinement, tout ça là. Oui. Mais depuis au Togo, nous n'avons pas changé de stratégie. Nous avons gardé la stratégie qu'on a adoptée et je pense qu'elle est, disons, elle donne de bons résultats.
Nous allons suivre et au moment venu, peut-être que par rapport à l'évolution, à l'analyse des données, le comité verra est-ce qu'il faut réduire ou pas. Mais nous n'allons pas suivre les autres pays puisque j'ai dit tantôt que le contexte n'est pas le même. Et ici, confiner une personne, c'est beaucoup de sous. Que ce soit la personne elle-même qui dépense ou bien que ce soit l'État qui dépense, c'est beaucoup de sous. Alors, la prise en charge aujourd'hui au Togo, comment ça se passe? Au début, on a vu les mesures, les moyens que vous avez réclamés. L'État essaie quand même de répondre à vos attentes à 80%, si on peut se permettre de le dire ainsi. Oui. Comment ça se passe aujourd'hui sur le terrain? Sur le terrain, nous avons dans chaque région des centres de traitement. Depuis Dapon jusqu'à Lomé. Nous avons des centres de traitement au niveau de Lomé. En ce qui concerne le dépistage, nous avons une antenne de l'Institut national d'hygiène à Kara et l'autre à Lomé. En dehors de ça, pour la confirmation toujours, nous avons les 2 CHU, disons le centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio où tous les malades sont dépistés en moins d'une heure, disons, d'une heure de temps. Et ensuite, nous avons au niveau des frontières aussi des postes de surveillance, notamment à l'aéroport où des dispositions sont prises à l'aérogare pour les voyageurs qui arrivent et les voyageurs en départ de Lomé. Donc, des efforts sont faits et des documents ont été élaborés. Et les recherches continuent aussi à l'université pour ce qui est du traitement et d'autres mesures de prévention. Les recherches continuent. Maintenant, je pense que la balle ce n'est pas la fin. Disons, le comité qui est mis en place continue par travailler. Les réunions se font hebdomadairement, disons. Par semaine, nous avons 3 réunions au niveau du ministère de la Santé pour discuter de la maladie. Et en dehors de ça, qu'est-ce que je peux dire encore? Que pour le personnel de santé, l'État fait beaucoup d'efforts. Je pense que pour nous mettre à disposition aussi les matériels de protection. Maintenant, la balle est dans notre camp. Nous, la population. Qu'est-ce que, en ce qui concerne la sensibilisation, que les uns et les autres mènent sur le terrain, est-ce que lorsque nous écoutons, qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous pratiquons toutes les mesures barrières qu'on nous a édictées? Est-ce que nous les pratiquons? Donc, nous devons vraiment, si nous voulons continuer par vaquer librement à nos occupations, nous devons respecter ces mesures barrières. Oui. Parfait. Merci beaucoup à vous, docteur Djilalou Tagba Peli. Mais avant d'aller, bien sûr, à la fin, bientôt, on a près d'une dizaine de minutes encore à passer. Mais bien avant de se séparer, on va jeter un coup d'œil sur ce reportage quand la cellule, sinon la Commission nationale de la gestion de la riposte était face aux hommes des médias. C'était ce mercredi. Il y a encore des nouvelles directives qui ont été données, ça et là, dans la mesure, afin de mieux venir à bout à cette pandémie que traverse le Togo bientôt 7 mois. 2 points essentiels abordés au cours de cette rencontre avec la presse, la sensibilisation et l'allègement progressif des mesures prises par le comité de crise dans le cadre de la riposte contre le Covid-19.
Selon la coordination, le Togo s'est engagé dans la reprise des activités dans tous les secteurs. Par conséquent, chaque secteur devra, dans la mesure du possible, organiser son secteur dans le but de garantir la sécurité de toutes les personnes concernées. Les acteurs du sport et du tourisme ont déjà entamé le processus. En ce qui concerne les cérémonies des fêtes traditionnelles, elles sont désormais recadrées. Pour la reprise des activités, comme je disais tantôt, les secteurs, il appartient au secteur, car nous devons vivre avec le virus, de s'organiser. Et dans leur organisation, voir comment éviter la propagation du virus. Et ceci permettra d'alléger les mesures qui ont été prises avec le ministère de l'administration territoriale, les chefs traditionnels et les maires, les préfets. Les cérémonies peuvent se dérouler sans fête. Et pour ce faire, quelques semaines avant, les chefs traditionnels, les maires, les préfets doivent s'organiser pour sensibiliser la population de l'organisation de la cérémonie. L'aspect épidémiologique fait qu'à, pour la dernière semaine de ce mois de septembre, de 76 cas actifs, 7 décès et 46 guéris. Retour dans votre émission. Voilà, la cellule Riposte qui était face aux hommes des médias ce mercredi pour revenir sur certains points afin d'alléger encore un peu les mesures restrictives ça et là. On peut maintenant célébrer les fêtes traditionnelles, mais pas vraiment fêter. J'ai pas compris en fait. Oui. Comment ça va être fait Je prends la région que je connais bien. Ma région, la Kara. On va prendre Evala. Oui, on va prendre Evala. On peut pas lutter aussi. Non. Quand on lutte, c'est deux personnes qui s'affrontent. Donc, les luttes, en principe, ne devaient pas avoir lieu. Mais avant d'arriver aux luttes, il y a des cérémonies, des rituels qu'on fait. Des rituels initiatiques. C'est ça. C'est ça que le colonel dit qu'on peut les faire. Mais on va les faire. Parce que, bon, on va les faire, mais tout en respectant les mesures barrières. C'est comme si, lorsque je vais à l'église, si on a autorisé les églises à reprendre leurs activités, c'est pour que cela se passe dans le respect strict des mesures barrières. Alors, je pense qu'il a dit, chaque secteur, étant donné que nous devons continuer par vivre, vaquer à nos occupations, si football il y a, si les gens doivent jouer, ils doivent prendre des dispositions pour que on ne puisse pas... On a besoin forcément du deuxième homme, le supporter qui doit être là et puis donner... Sous certains sur, on fait un dépistage pour tout le monde avant qu'il n'aille jouer. Ah, là, ça va être compliqué. Là, c'est ça, c'est les groupes cibles. On a ciblé ces groupes-là, ça peut se faire. Ok. Mais la population, disons, les spectateurs qui viennent suivre le match, eux, ils doivent quand même rester en bavette et garder leur distanciation. Moi, j'ai cru entendre quelque part que même ceux qui doivent participer, disons, les spectateurs devraient quand même présenter un test Covid avant d'y accéder. Avec cette maladie, on aura tout vu. Hein. Ah oui, oui. Coronavirus, c'est délicat. Seulement, nous n'aurons pas peut-être l'effectif qu'il faut. La dernière fois, dans les Aného, je pense que ça n'a pas pu avoir lieu. La grande fête qui rassemble tout le monde. Oui, ça ne peut pas avoir lieu. Il y a quand même la prise de la pierre d'une façon symbolique et culturelle. C'est tout ce que nous demandons. Ça s'arrête là, le reste. On ne puisse pas, disons, revenir, faire comme... Que nos résultats ne soient plus mis en cause.
qu'on ne dise pas que rien n'a été fait. Sinon, beaucoup de choses ont été faites. À ce jour, chacun de prendre ses responsabilités pour que les choses marchent bien et qu'on ne contente pas parler que il y a dans un groupe, disons, qu'il y a des clusters, quoi. Ok, parfait. Vivement qu'un vaccin soit trouvé, comme moi, l'ont dit les chercheurs, d'ici début d'année 2021, dans le premier trimestre. On espère bien. On espère bien. C'est déjà pratiquement la fin, parce que avec cette maladie-là, on est un peu fatigué. Vraiment. À de certaines entrées, vous voyez un agent de sécurité qui vous pointe au front un thermomètre ou bien je sais pas. Pour vérifier votre température. Je me dis, si ce n'est pas Corona. Est-ce qu'il peut oser me faire ça chaque temps? C'est pour votre bien. Docteur Tchilalou Tagba, c'est déjà la fin. On va conclure en 30 secondes. Oui, nous disons merci à ceux qui nous regardent et nous écoutent. Et notre souhait, c'est de continuer par respecter les mesures barrières, même si l'on est fatigué, et pour se protéger et protéger les autres. Merci bien. Merci. Docteur Tchilalou Tagba, je rappelle bien sûr que vous êtes médecin de santé publique. Bon retour. Mesdames, messieurs, c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette émission de ce jour. Très bonne suite de nos programmes et à demain.